dans un solvant hydrosoluble. Dispersion de nappes de pétrole dans la colonne d'eau en micro-gouttelettes. Avantage de faire disparaître la nappe de la surface. Politiquement, c'est très rentable parce qu'on ne voit plus rien. Accélérer la biodégradation, c'est vrai. Si on disperse beaucoup la nappe de pétrole, on va avoir des micro-gouttelettes, donc les bactéries vont pouvoir avoir plus de surface pour attaquer les micro-gouttelettes. Les inconvénients, bien évidemment, on fait plusieurs choses au niveau toxique avec ça. Donc, toxicité pour les premiers stades de développement, toxicité pour les larves de poissons, les larves d'invertébrés. Vous avez probablement, plusieurs d'entre vous, fait de la biologie au niveau marin. Vous savez que la très, très grande majorité des espèces marines ont ce qu'on appelle des larves pélagiques. Donc, ils ont leurs larves, ils ont leurs bébés dans la colonne d'eau. Donc, la stratégie de la majorité des espèces marines, les poissons comme les invertébrés, c'est produire des millions et des millions d'œufs, des millions de larves et lancer ça au petit bonheur et voir qu'est-ce qui va s'en sortir. Donc, dans un environnement comme celui-là, ces larves sont évidemment la nourriture de prédateurs, mais ces larves sont là en millions et en milliards, littéralement. Donc, il y en a là-dedans qui vont passer à travers, puis qui vont éventuellement mener à de nouveaux adultes dans ce nombre d'années. Donc, et où est-ce qu'ils sont ces larves-là? Essentiellement dans la partie photique, donc dans les premiers 10, 15, 20 mètres, là où ces larves-là, elles-mêmes, vont trouver à manger. Parce que souvent, elles sont herbivores, donc le phytoplancton il est présent dans les premières couches. Alors, l'atteinte est évidente au niveau des larves d'invertébrés et de poissons en milieu marin. Perte de contrôle de la nappe, je vous le disais, pour avoir assez bien fréquenté les gens qui travaillent sur les problèmes de déversement de pétrole. Quand tu ne sais plus où est ta nappe de pétrole, c'est la pire chose qui peut t'arriver parce que tu n'es plus capable d'intervenir, tu ne sais plus ce qu'elle est. Au moins, tu la vois en surface. Au moins, tu sais que tu peux envoyer une équipe d'intervenir pour empêcher qu'un marais ou qu'un endroit sensible soit atteint par une nappe en train de dériver. Mais si tu ne le sais pas qu'elle est en train de dériver vers cet endroit-là, tu ne peux pas intervenir. Et enfin, précipitation du pétrole vers le fond. Ça, c'est arrivé, apparemment, c'est arrivé de façon très claire dans le golfe du Mexique. Ce n'est pas toujours vrai, ça dépend de la densité, ça dépend du pétrole qu'on a utilisé. Mais dans le golfe du Mexique, là, il y a eu à un moment donné une couple de vidéos où on voyait littéralement pleuvoir du pétrole. Dans le fond, sur le fond marin, c'est aussi là aucun moyen d'intervention. Il ne nous reste plus de moyen d'intervention. Si on a fait précipiter le pétrole au fond, c'est arrivé dans le golfe du Mexique avec la dispersion près du puits ou encore du pétrole qui est entraîné vers le fond. À partir du moment où le pétrole est au fond, fini. C'est comment est-ce que tu veux intervenir, tu ne peux pas. Il n'y a rien à faire. Il reste plus à espérer que ça ne va pas couvrir complètement le fond et ça ne va pas anéantir les espèces qui sont au fond. Bon, ben ça, ce genre d'image-là, c'est justement un peu jaunâtre ou rosé qu'on a vu. Et ça, c'en est un exemple de pétrole qui a refait surface après. Ça, c'est un bel exemple de pétrole qui a refait surface après dispersion. Ce n'est pas une nappe originale, ça. Ça, c'est une nappe reconstituée. Donc, ce pétrole-là a été dispersé et après 24 heures, 48 heures, il a refait surface et il a donné ce genre de nappe-là. Le Saint-Laurent en exemple, donc je vais vous présenter un petit peu les éléments du Saint-Laurent. On va arriver au Golfe bientôt. Ça avance. Donc, le tronçon fluvial, donc entre Québec et Montréal, et même Québec et les Grands Lacs, il n'y a pas de transport de brut. Il n'y en a plus, il y en a déjà eu, mais il n'y en a plus. Il n'y a pas d'exploration gazière et pétrolière dans l'eau, dans le tronçon fluvial lui-même. Il va peut-être en avoir avec les gaz de schiste à quelque part tout le long, mais pas dans le tronçon lui-même. L'estuaire, donc moyen entre l'île d'Orléans et Tadoussac, on va y revenir. Le fjord du Saguenay, le parc marin, on va y revenir aussi. L'estuaire maritime. Donc, c'est toutes les différentes parties du Saint-Laurent qu'on va brièvement examiner. Et le plateau des îles de la Madeleine fait partie du golfe Saint-Laurent, mais on va en parler en particulier de celui-là et pourquoi c'est particulièrement exposé pour le plateau. Ultramar est là, juste là. C'est la plus grande raffinerie du Québec. Avec la fermeture de Shell à Montréal, il en reste juste une petite à Montréal. Ça va raffiner 60 à 70% du pétrole du Québec à partir de maintenant. Donc, c'est une énorme raffinerie. J'ai les données et je vais vous les donner juste après. Donc, elle est juste là.
Donc, il faut faire monter des supertankers, des pétroliers. Donc, les pétroliers, ils montent ici le long de l'île d'Orléans, puis ils vont au quai de Ultramar qui est là. Ultramar, c'est les données qui sont sur le site d'Ultramar, donc ça doit être les données les plus officielles qu'on connaît. Ultramar, capacité maximale. Là, c'est vraiment, je ne veux pas vous assommer avec les chiffres, mais vous allez juste comparer les chiffres, vous allez voir l'ampleur des choses. Capacité maximale quotidienne de 165 000 barils. Je vous ai transformé ça, c'est 42 millions de litres. Et c'est environ 38 000 tonnes métriques par jour. Donc, ça vous donne l'idée de la capacité de raffinage de cette raffinerie qui est énorme. La cargaison maximale au quai, c'est 1 million de barils. Sa cargaison maximale, c'est la capacité maximale du bateau qui est capable d'accoster au quai, avec le tirant d'eau dont on a besoin là. Donc, 1 million de barils, c'est 135 000 tonnes. Donc, les tankers qui montent à Ultramar peuvent avoir jusqu'à 135 000 tonnes. C'est le maximum des tankers qui vont rentrer là. Et ils sont un peu plus petits que l'Exxon Valdez. Vous avez déjà vu les images. L'Exxon Valdez, c'est un super tanker à 200 000. Ceux-là, ils sont un peu plus petits. C'est des 120 ou 130 000 tonnes qui montent sur le Saint-Laurent. Pour vous donner l'ordre de grandeur des choses, donc ça veut dire que pour approvisionner la raffinerie d'Ultramar, qui est entièrement approvisionnée via des bateaux, il n'y a pas de pétrole brut qui va à Ultramar autrement que par les bateaux. C'est seulement par la navigation. Donc ça prend 2 tankers de 135 000 tonnes par semaine pour faire fonctionner la raffinerie à pleine capacité. Donc ils montent